Euh, je crois que aussi, cher Fabien Testé, nous sommes dans le cadre d'un cycle que vous initiez autour du mars, et c'est la première des rencontres aujourd'hui. Et cette rencontre va nous permettre d'échanger et puis surtout de faire un bilan sur ce que sont devenues aujourd'hui les égalités femmes-hommes au sein d'une part de nos administrations. Bien évidemment, moi en tant que sénatrice élue municipale, au sein aussi de nos collectivités plus spécifiquement. J'imagine que nous aurons des questions autour de cela. Mais je pense qu'en introduction, il ne faut pas oublier que notre société est constituée aussi d'un secteur privé. Et le secteur privé est également en connexion et parfois en porosité avec la fonction publique, avec nos collectivités, avec nos communes, avec nos territoires. Et de ce fait, il est peut-être aussi intéressant de faire un focus là-dessus et de voir que même si un certain nombre de textes et de nombre de lois ont été d'ores et déjà actés, promulgués, mis en place, bah, le chemin reste encore long à parcourir. En tout cas, c'est ma conviction, parce que lorsqu'on regarde les chiffres, si je prends pour exemple le premier des grands textes autour de ces sujets-là, qui est la fameuse loi Copé-Zimmermann, déjà, moi à l'époque, je l'ai dit à plusieurs reprises lorsque j'étais adjointe à Saint-Germain-en-Laye, on parlait déjà d'égalité hommes-femmes au sein des conseils d'administration, mais en fait une égalité finalement pas mal tronquée, puisqu'on parlait de 40% de femmes et de 60% d'hommes. Donc moi, je voudrais bien qu'on m'explique mathématiquement comment on peut arriver à une égalité lorsqu'on parle de 40 et de 60. Bon, voilà, c'est plus une petite boutade de ma part, mais il me semble qu'il y a un véritable cheminement encore à passer, à bâtir et à construire ensemble dans l'ensemble de nos instances. Nous avons aussi, bien évidemment, c'est pour ça que je ne veux pas aller trop sur le sujet des collectivités, puisque Fabien, on a le plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Vous allez en parler, vous allez l'expliquer bien mieux que moi, mais je reste persuadée, convaincue qu'il ne peut pas y avoir d'égalité et de parité femmes-hommes, quelle que soit l'instance, dès lors qu'on ne s'attaque pas à l'ensemble d'une part de nos instances, à l'ensemble de nos institutions, et que l'on ne fasse pas le distinguo entre privé et public. Les deux doivent avancer de front sur ces deux jambes. Et bien évidemment, moi, en tant que sénatrice, ici au Sénat, nous y travaillons. Et l'une des raisons pour lesquelles je souhaite que ce débat ait lieu également ici, et c'est la raison pour laquelle on souhaitait symboliquement nous réunir au Sénat, même si on est tous derrière un écran, pour marquer aussi ce souhait de cette institution, de notre Parlement, à se saisir de ces sujets-là. Et c'est fondamental. Et vraiment, je remercie beaucoup d'avoir été sollicitée par l'association et de pouvoir continuer ces échanges avec vous. Je vais peut-être m'arrêter là, à cette étape-là, puisque nous aurons sûrement l'occasion d'échanger au cours de cette heure d'échange. Je vais peut-être vous passer la parole, cher Fabien. Et puis, je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous jugerez utiles. Merci, Madame la sénatrice, chère Martha de Cidrac. Bonjour à toutes et tous. Bonjour aux élus présents. Bonjour aux administratrices, administrateurs territoriaux présents. Merci à vous, chère Martha, de nous accueillir une fois de plus, même si c'est dans des conditions un peu particulières, au Sénat. Je dois dire que nous travaillons ensemble depuis 1 an et demi maintenant, car notre premier événement, si je ne me trompe pas, date de septembre 2019. C'était ici même. Et le deuxième événement en septembre 2020. Et nous travaillons donc ensemble depuis 1 an et demi, l'association des hauts fonctionnaires territoriaux, l'association des femmes élues des Yvelines. Et pour nous, c'est très important parce que ce combat-là, dans lequel nous sommes, comme vous, très engagés, cette mobilisation pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, ne peut réussir que si elle est collective. Il faut embarquer tous les acteurs, les hauts fonctionnaires, les élus, les organisations syndicales. Bref, il faut embarquer tout le monde si on veut avancer puissamment. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble. Et je vous en remercie, en travaillant, élus et hauts fonctionnaires, main dans la main, sur ce sujet depuis 1 an et demi avec Françoise Belay, notre déléguée nationale, qui va s'exprimer dans un instant. Alors,
Nous, à l'ATF, on a décidé que ce serait non pas la journée, mais le mois de la femme, que le mois de mars serait effectivement consacré à des événements dédiés à l'égalité professionnelle femmes-hommes. On commence aujourd'hui, il y aura toute une série d'événements dans le mois. Françoise en parlera. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voulu être dans le concret, dans les travaux pratiques, parce que on peut facilement verser dans l'incantation en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, tenir de jolis propos, des discours avant-gardistes, mais ce qui compte, c'est d'agir, ce qui compte, c'est de faire, dans les entreprises comme dans les collectivités locales, et vous avez raison de dire que c'est un combat où il ne doit pas y avoir de mur entre le secteur public et le secteur privé. Et pour agir aujourd'hui, on a un outil qui a été prévu par la loi de transformation de la fonction publique, votée en août 2019, qui est l'outil des plans d'action. Et là, on est dans le concret, puisque là, on est dans l'élaboration de mesures qui doivent concrètement concourir à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et l'engagement que nous avions pris ensemble, Madame la sénatrice, c'était de se revoir pour être dans le concret, pour parler de ces plans d'action, qui avaient à être élaborés, mais Françoise en parlera, comme vous le savez, avant la fin de l'année 2020, et puis ils ont surtout maintenant à être mis en œuvre. Et puis, c'est important d'en parler, d'en présenter certains, parce qu'ils peuvent s'inspirer les uns les autres. C'est un terrain où il peut y avoir de la fertilisation croisée. Donc, on a voulu dédier cette séance à la présentation de 2 plans d'action. Il y en a un que je connais bien, c'est celui de Grand Paris Sud-Est Avenir, qui va être présenté dans un instant par Emilie Agnew. Et puis, il y a le plan du département de la Seine-Saint-Denis, qui sera présenté par Gaëlle Galland. Les Gaëlle sont évidemment administratrices territoriales, et vous verrez que ce sont à la fois des plans qui poursuivent les mêmes objectifs, mais ce sont aussi des plans très différents. Il y a plusieurs chemins pour faire l'égalité professionnelle femmes-hommes. Le tout, c'est d'être parfaitement mobilisé sur l'objectif, mais il ne faut pas avoir peur d'emprunter plusieurs chemins en fonction de la maturité de votre entreprise, de votre collectivité, de son histoire, du dialogue social, etc. etc. Donc, c'est la présentation de 2 expériences différentes mais complémentaires à laquelle on va essayer de procéder dans un instant. Avant de céder la parole à Françoise, un mot, Madame la sénatrice, parce que je suis sur ce que vous avez dit sur le fait que ce combat doit transcender les frontières publiques-privées. Vous avez parfaitement raison. C'est la raison pour laquelle nous, au sein de l'association de hauts fonctionnaires territoriaux, on souhaite vraiment travailler sur la question de l'index dans le secteur public. Il n'y a pas de raison de cantonner l'outil de l'index aux entreprises. Et ça, c'est avec Françoise, avec Tougap, puisqu'on travaille aussi collectivement avec collectif Tougap, et Françoise, en notre nom, a des responsabilités à Tougap. On peut vraiment aussi se mobiliser sur ce sujet-là. On a beaucoup travaillé sur la question des nominations. On a obtenu des avancées dans le cadre de la loi du SOT, nomination équilibrée à partir de 40 000 habitants dans les collectivités locales, etc. Et il faut continuer à se mobiliser, notamment là dans les processus de recrutement qui auront lieu sans doute, processus de recrutement de cadres dirigeants qui auront lieu après les élections. Mais la question de l'index, c'est une question fondamentale. Et là, pour le coup, il faut que le secteur public s'ouvre aux entreprises, regarde ce que font les entreprises. Et on aimerait bien, nous, pouvoir lancer des expérimentations avec nos élus, qui sont nos employeurs, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, aux fonctionnaires et élus. On aimerait bien pouvoir lancer des expérimentations dans les collectivités sur l'index. Voilà, il y a un peut-être une façon que je vais faire immédiatement. Et je crois, Madame la sénatrice, qu'il faut qu'on laisse la parole à notre chère déléguée nationale, Françoise Belay, qui va nous dire quelques mots avant la présentation des plans. Merci beaucoup à toutes et tous. Et encore merci de votre accueil, Madame la sénatrice. C'est un plaisir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame la sénatrice, chère Martha, et merci, cher Fabien, Monsieur le Président de la ATF. Bien, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver effectivement aujourd'hui au Sénat, où on a toujours de bons échanges, de bons dialogues, extrêmement constructifs et extrêmement ouverts. Et donc, tu évoquais effectivement aussi l'esprit d'ouverture comme à France Culture, et le fait qu'on soit ouvert sur le territoire, c'est bien le propre, je pense aussi, de la fonction publique territoriale, des administrateurs territoriaux, d'être proche du terrain et de ne pas être uniquement tourné vers nous-mêmes. Donc, moi, je suis très heureuse de cette première réunion, effectivement, comme
comme Fabien l'a annoncé, tout le mois de mars, on a beaucoup d'événements. Nous avons créé au sein de la ATF, il y a quelques semaines, un groupe de travail qui, ma foi, est très dynamique. Et nos collègues, hommes et femmes, c'est un groupe mixte, ont fait pas mal de propositions. On s'est dit qu'on allait tout mettre en œuvre. Donc, on a 4 événements. Le premier aujourd'hui, on en a un autre la semaine prochaine, lundi prochain, en Normandie, avec justement le secteur privé, une chef d'entreprise qui présentera son expérience. Ensuite, le 12, nous aurons des échanges avec une sociologue qui a fait ses travaux sur les femmes dans la haute fonction publique. Donc, on est tout à fait concernés au premier chef, puisque nous aussi, dans notre milieu, nous avons des femmes puissantes, comme l'a présenté Léa Salamé. Et enfin, nous aurons un atelier très concret dans l'action le 16 mars sur les budgets sensibles au genre. Et là, on a aussi des collègues qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc, nous sommes vraiment dans une grande dynamique sur ces questions d'égalité professionnelle. Et j'allais oublier, il ne faut pas que j'oublie, la base experte. Nous créons aussi une base experte au sein de la ATF, en partenariat avec notre association voisine TOGAP, de façon aussi à ce que les administratrices parfois ne sont pas sous les projecteurs, mais sont aussi connues pour leurs multiples talents. Donc cette base experte, c'est aussi une de nos actions. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler des plans d'action, hein, c'est notre sujet du jour. Et vraiment, donc là, on est dans le concret et dans l'obligation réglementaire, puisque les plans d'action, c'est une mesure phare de la loi d'août 2019, de la loi de transformation de la fonction publique, qui consacre un chapitre entier aux questions d'égalité professionnelle. Et il s'agit en fait d'une obligation structurante qui concerne les ministères, mais aussi pour nous, donc, les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants. Donc les plans d'action, on le verra, on va avoir deux témoins, deux collègues témoins, Émilie Agnew et Gaël Galland. Je les présenterai avec plus de détails un peu plus tard. Eh bien, c'est une obligation structurante, donc qui s'applique aux collectivités territoriales et qui doit porter au moins, ce que dit la loi, au moins sur 4 thèmes. Donc il y a 4 thèmes qui sont, je dirais, obligatoires à minima, mais rien n'empêche les collectivités d'ajouter des thèmes, de les décliner à leur façon. Finalement, c'est assez libre. Mais il doit y avoir au moins des mesures qui visent. La première, c'est évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération. On croit que quelquefois dans la fonction publique, il n'y a pas d'écart de rémunération, mais s'il y en a, je crois que c'est à hauteur de 12% encore aujourd'hui. Donc il y a des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il faut donc les évaluer, les prévenir et traiter ces écarts de rémunération. C'est la première obligation. La seconde, c'est garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade et emploi de la fonction publique. Ça pose la question des recrutements en ressources humaines, ça pose la question des promotions. Est-ce que dans la promotion interne, il y a vraiment une égalité entre les femmes et les hommes? Il faut analyser tout ça et y trouver des mesures de remédiation si ce n'est pas le cas. Le troisième thème très important et qui concerne et les femmes et les hommes, toute la collectivité, c'est l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. On le sait, on est dans une crise sanitaire, bon, ça change les modes de travail, on a les questions du télétravail, la question de la déconnexion et la question de l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec Fabien. Il faut faire attention quand cette période de crise, les femmes ne se retrouvent pas reléguées à la maison, mais aussi qu'elles puissent partager l'activité professionnelle avec leur conjoint, le cas échéant. Et le quatrième point obligatoire, un autre point très important, c'est prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Donc ça, c'est le point du sexisme qui effectivement, c'est tous les stéréotypes, toutes les questions de violence, parfois verbales, parfois différentes. Donc c'est un point très important. Et les administrations, dès le 1er mai 2020, avaient l'obligation de prévoir une procédure de recueil des signalements des agents qui s'estiment victimes et des procédures d'orientation des agents. Et c'est aussi un dispositif qui permet de recueillir les signalements des témoins. Donc ça, ce sont les 4 points principaux de la loi, donc qui s'appliquent à toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants. Ça ne veut pas dire pour autant que les collectivités de moins de 20 000 habitants n'ont pas le droit de faire un plan d'action.
toutes les collectivités sont invitées, bien sûr, à être dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est de faire le point sur le déploiement de ces plans d'action, de faire un premier retour terrain de leur mise en œuvre. Et donc, il s'agit de faire des plans d'action un véritable levier pour l'égalité professionnelle. Ce n'est pas juste un document qu'on doit envoyer au préfet pour le 1er mars, pour le mettre sur l'étagère, pour que le préfet l'envoie ensuite au ministère des collectivités territoriales et ensuite au ministère de la fonction publique. Mais il faut aussi que ces plans d'action soient un véritable levier pour l'égalité professionnelle. Ça, c'est très important. Et donc, nous aurons 2 témoignages d'administratrices territoriales. Et ensuite, bien sûr, nous ouvrirons la discussion aux questions, puisque nous avons aussi de nombreux élus, et notamment des élus des Yvelines, et qui sont bien sûr en première ligne pour mener ces plans d'action, pour donner les orientations politiques qu'elles souhaitent sur leur territoire. Donc, notre travail de groupe, on en a parlé, les plans d'action, on en a parlé, et donc, ce qui est important aussi de dire, c'est que ça concerne toutes les femmes de la collectivité territoriale, pas seulement les administratrices, mais toutes les femmes et tous les hommes aussi, qui sont partie prenante de la démarche. Donc, je vais donner la parole à une première collègue, notre chère amie Gaëlle Galland, qui vient du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Gaëlle, elle est directrice générale adjointe du pôle ressources humaines et modernisation dans ce département. Gaëlle va pouvoir nous parler à distance, puisque effectivement, Bobigny, c'est loin de Paris-Centre, et je sais que tu as un emploi du temps extrêmement chargé. Donc, ça va être le premier témoin, ce sera Gaëlle. Après son intervention, tout le monde pourra réagir. Et ensuite, Émilie Agnew, notre amie qui vient du Grand Paris Sud-Est Avenir, qui est directrice de la transformation et du dialogue social, elle nous fera part aussi de son témoignage, car elle a aussi élaboré un plan d'action dans sa collectivité. Donc, je crois, Gaëlle, qu'en Seine-Saint-Denis, vous aviez une longueur d'avance. Tu vas sans doute nous en parler. Et aussi, quelles sont les caractéristiques de ce plan d'action qui a vraiment son originalité par rapport au territoire. Donc, je te donne la parole, chère Gaëlle. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les élus de votre accueil. Merci cher Fabien, chère Françoise, chers collègues de me donner l'occasion de vous apporter mon témoignage sur le département. Effectivement, l'engagement du département de la Seine-Saint-Denis est assez ancien, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il est préalable à l'obligation légale de la loi de transformation de la fonction publique. Il vient à l'origine d'un portage politique très fort. C'est là où ça va intéresser, je pense, les élus. Il y avait un choix un peu historique de porter très fort les questions d'égalité femmes-hommes, plutôt sur les politiques publiques. Auprès des habitants du territoire, auprès des acteurs, des partenaires du département. Et assez vite est apparue la nécessité que si on portait une politique publique en matière d'égalité femmes-hommes pour le territoire, il fallait en interne que le département soit lui-même, en tant qu'employeur, une collectivité exemplaire sur ces sujets-là. Donc peut-être sans vous faire toute l'histoire très rapidement, depuis 2015, le département est labellisé diversité, c'est un label de l'AFNOR qui comprend un volet femmes-hommes. Donc ça a amené le département à prendre un certain nombre de décisions, et notamment en 2016, dès 2016, de négocier, de signer avec les organisations syndicales un protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle pour les agents du département, et en 2017 de créer une équipe dédiée au sein du département. L'équipe s'appelle la mission égalité-diversité, donc traite les 2 sujets, diversité et égalité professionnelle, et regroupe 5 personnes, mais aujourd'hui rattachées dans le pôle ressources humaines et modernisation. Globalement, à l'arrivée à la fois de l'accord national de fin 2018 sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique, à la fois la loi de transformation de la fonction publique, effectivement d'août 2019, qui correspondait aussi avec l'échéance de notre label, on a été amené à faire un bilan de ce premier protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle. Sans rentrer dans les détails, globalement, toutes les actions avaient été engagées de ce plan-là, et dont les 3/4 à peu près réalisés. Donc, c'était plutôt un bilan positif. Moi, ce que je retiens comme les 2 points d'avancée vraiment importants qu'a permis ce premier protocole d'accord, et peut-être que certaines collectivités
qui passeraient leur premier plan d'action aujourd'hui peuvent en tout cas se dire que c'est des choses qui sont réalisables en première, je dirais en démarrage d'une politique sur le sujet. C'est le premier point pour moi qui a été un vrai bilan positif depuis 2016, c'est qu'on a produit énormément de données genrées, ce qu'on n'avait pas au préalable, c'est-à-dire qu'on a calé, en accord avec les responsables politiques et avec les organisations syndicales, des méthodes de diagnostic de la situation dans laquelle nous nous trouvions sur tout un tas de sujets relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça nous a permis donc d'avoir des documents récurrents d'année en année pour constater les écarts éventuels et surtout nos progrès. Et ça nous permet du coup d'être en amélioration permanente, puisque tous les ans, on a un certain nombre de documents que les élus connaissent, que les représentants du personnel connaissent, que les agents connaissent et qu'on suit d'année en année. Donc, on a un corpus, je dirais, documentaire, un diagnostic qui est extrêmement complet. Le deuxième point de progrès, c'est qu'on a pu mener énormément de sensibilisation, d'événements internes et externes pour porter la culture de l'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, vraiment, ce sujet-là est quasiment constitutif de la culture du département, voire même de la fierté d'appartenance de tout un tas d'agents. On a développé énormément les formations, prioritairement à destination des encadrants, notamment sur les sujets de sexisme ou de management non genré, si je peux le dire comme ça. On a proposé des formations à l'ensemble des agents. Enfin, c'est une petite musique que l'on a entretenue pendant ces quatre années-là. Enfin, pour moi, c'est les deux points extrêmement importants. Et en 2019, s'est posée la question de la relance, en quelque sorte, de cette politique-là. Elle a pris deux formes. Tout d'abord, on a décidé de candidater au label AFNOR égalité professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la double labellisation diversité et égalité femmes-hommes. Il y a eu un peu de décalage avec le Covid, mais en fin d'année 2020, on a obtenu la double labellisation. Et en 2020, on a négocié un nouveau protocole d'accord pour l'égalité femmes-hommes. L'idée, c'était quoi? C'était de se dire, on avait un temps d'avance avant que la loi de transformation de la fonction publique l'impose ou que l'accord national fonction publique impose d'avoir ce type d'engagement. Gardons notre avance, première préoccupation. Et deuxième préoccupation, c'était comment on peut toujours aller plus loin, en tout cas sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire que bien identifier ce qui dépend de notre propre politique qui peut générer, même si ce n'est pas évidemment un souhait, des inégalités entre les femmes et les hommes, et agissons d'abord sur ce qui dépend de nous, tout ce qui va dépendre soit du statut, soit des formations dans les écoles, soit de choses extérieures. Ça, on peut porter une parole politique ou militante, mais en politique RH, d'abord travailler sur ce qui dépend de nous. Donc, le choix qu'on a fait en 2020 pour ce nouveau protocole relatif à l'égalité professionnelle, c'est qu'on a repris les 5 axes de l'accord national fonction publique de fin 2018 et qu'on a complété avec nos propres actions internes en allant à certains moments plus loin que ce qui était exigé. Donc, on a plus d'une 60aine d'actions. Je ne vais pas évidemment vous égrener toutes les actions concernées. J'ai fait un petit choix de quelques actions qui me semblent emblématiques ou au contraire qui peuvent faire débat et sur lesquelles vous pourrez m'interroger ou on pourrait avoir un débat pour vous donner de façon très concrète des exemples de ce qu'on a pu faire. Alors, le premier axe est l'axe, si vous connaissez le protocole d'accord sur les sujets de gouvernance de la politique égalité. Donc, je vous l'ai dit, on avait un portage politique extrêmement fort, un portage de la direction générale extrêmement fort également. Donc, tous ces sujets-là, on les poursuit. On poursuit également toutes les actions de sensibilisation, de formation, tous les événements dont je vous ai parlé. Et on va même un cran plus loin en rendant obligatoire pour tous les encadrants et pour tous les nouveaux arrivants et tous les représentants du personnel un certain nombre de formations sur les pratiques non sexistes. Donc, on ne se contente pas de proposer en quelque sorte à la carte ces formations-là et ces sensibilisations-là, mais on rend une partie de notre parcours obligatoire. Parallèlement, je vous le disais, on a énormément d'études récurrentes sur ces sujets-là. Et donc là, on poursuit ces études-là, mais systématiquement avec l'idée, comme je vous le disais en préalable, d'identifier
les biais qui peuvent dépendre de notre propre politique RH interne, de ce qui dépend moins de nous. Donc ça, on poursuit l'effort très fort sur la gouvernance et presque la supervision, je dirais, de la politique égalité. Sur le deuxième axe, qui est l'égal accès aux métiers et aux responsabilités. Alors évidemment, on n'échappe pas, je pense, comme beaucoup de collectivités, à un certain nombre de stéréotypes de genre sur les métiers. Une partie ne dépend pas de nous. Enfin, dans les écoles de travailleurs sociaux ou d'auxiliaires de puériculture, on a évidemment très majoritairement des femmes, et dans les écoles d'ingénieurs plus majoritairement des hommes. Mais on a essayé, nous, de travailler, on s'engage à travailler sur tous les freins qu'il peut y avoir, soit des freins psychologiques de représentation mentale, soit des freins dans l'organisation du travail. Ça peut être des questions, par exemple, de port de charges lourdes sur lesquelles on a travaillé dans les services techniques qui peuvent freiner les femmes. Sur les représentations, on fait beaucoup de vie ma vie, où on met en valeur un certain nombre d'agents qui occupent des fonctions dont on pourrait considérer en première approche qu'elles sont plutôt pour l'autre sexe que pour la personne occupée. Donc on fait énormément de sensibilisation pour lutte contre les stéréotypes au sens large. Sur l'accès aux responsabilités, évidemment, on respecte la nomination équilibrée au niveau de la direction générale de 40% minimum de chacun des deux sexes, mais on va plus loin dans l'organigramme, si je peux dire ça, c'est-à-dire que tous les échelons hiérarchiques sont concernés par ce sujet de 40% de nomination de chacun des deux sexes. C'est aussi permis, on s'est mis cette obligation-là, parce qu'on a imposé la parité dans les jurys de recrutement. Ça, ce n'est pas la seule solution, mais c'est une mesure qui est assez emblématique. Sur le troisième axe dont vous avez parlé, je crois que Fabien, toi, tu en as parlé, sur les questions d'écart de rémunération et de déroulé de carrière entre les hommes et les femmes. On n'a pas encore notre index et notre outil d'autodiagnostic très fin. Nous, on estime qu'on est à peu près à 8% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, donc on est en dessous des écarts de salaire du privé, mais également de la fonction publique en général, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Là, on est en train de travailler sur une étude beaucoup plus fine, métier par métier, pour identifier d'où vient cet écart de salaire, et encore une fois, ce qui dépend de nous. On a pris l'engagement dans ce protocole que toute décision RH collective, j'ai envie de dire, c'est typiquement une éventuelle refonte du RIFSEP ou des critères d'avancement de grade, toute décision RH collective soit précédée d'une étude d'impact sur le genre. Le but étant que toute mesure RH nouvelle nous permette de contribuer à réduire les écarts de salaire ou de déroulé de carrière entre les hommes et les femmes. C'est des études qui ne sont pas forcément toujours très, très simples à objectiver, mais vraiment, c'est un engagement très, très fort, et si vous le souhaitez, je pourrais en parler parce que c'est des choses qu'on a commencé. On regardera pour les questions. Oui, voilà, je déroule vite, je vous donne comme ça vous donne aussi des perches pour pouvoir m'interroger. Sur le sujet accompagnement des situations de grossesse, de parentalité, articulation vie professionnelle et vie personnelle, on édite un guide de la parentalité qui donne un petit peu tous les droits, et là-dessus, moi, je raccroche ça beaucoup à des questions de qualité de vie au travail, télétravail, travail sur les horaires tardifs. Voilà, honnêtement, moi, je suis moins à l'aise, mais ça peut faire partie du débat. Je vous lance une autre perche sur cet axe-là, pas sur le sujet grossesse, mais sur le sujet articulation vie personnelle, vie professionnelle. Moi, c'est toutes les actions qu'on a en la matière, pour moi, ne sont pas spécifiques à la question de l'égalité femmes-hommes, même si on peut tous se dire que d'un point de vue sociétal, les charges domestiques et liées aux enfants pèsent sans doute plus sur les femmes. Mais pour moi, c'est un sujet plus global de qualité de vie au travail et pas seulement d'égalité femmes-hommes. Sur le cinquième axe, et je vais m'arrêter là, sur la prévention et la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, on a historiquement au département une permanence sur les femmes victimes de violences, plutôt de violences conjugales, à leur domicile, auxquelles elles peuvent aller en toute discrétion. On l'a complété depuis 2020 par un système de don de congé, c'est-à-dire que les agents peuvent donner un jour de congé à une femme victime de violence pour qu'elle se rende à cette permanence-là, parce qu'on a eu un certain nombre de cas de femmes qui étaient surveillées par leur conjoint sur leur prise de congé et du coup ne pouvaient pas se rendre à la permanence.
On a évidemment également un protocole harcèlement sexuel qu'on a mis en place au début de l'année 2020, qui vise à définir déjà ce qu'est le harcèlement sexuel et notamment le distinguer des cas d'agression sexuelle qui relèvent d'un autre cadre. Et on a mis en place une cellule d'écoute des femmes qui est interne, c'est-à-dire c'est des psychologues du travail qui ont été spécifiquement formés au recueil de la parole, qui nous paraissait être un préalable important de recueillir de façon sécurisée la parole, de prendre les mesures conservatoires immédiatement avant de déclencher les procédures d'enquête administrative, sanctions et tout ce qui peut en suivre. Voilà, donc tout ça pour vous dire que globalement, nous, on marche sur deux jambes. La labellisation AFNOR qui nous impose des audits réguliers qui portent plutôt sur le process, sur la gouvernance, sur le fait qu'on s'améliore de façon continue, et sur notre jambe, je dirais, plus interne, qui est notre protocole, sur lequel on rend des comptes très régulièrement aux organisations syndicales et qui nous permet de nous ajuster de façon plus quotidienne, j'ai envie de dire plus régulière sur nos actions. Et pour finir, vous dire pour moi ce qui est vraiment très très frappant, c'est que maintenant toutes nos études, qu'elles soient internes, externes, sont toujours complétées d'une analyse au prisme du genre. Très récemment, on a fait un bilan du vécu du confinement de mars à mai de l'année dernière par nos agents et nos encadrants. Il a été regardé au prisme du genre pour qu'on mette en place des actions très fortes, parce qu'on s'est rendu compte sur différents volets, on pourra en parler plus avant si vous le souhaitez, que sans le vouloir, l'occasion du confinement avait été aussi un facteur d'inégalité fort entre les hommes et les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'employeurs, sur ce sujet-là? Voilà, je vous lance des perches pour vous dire un petit peu toutes les actions d'amélioration continue qu'on a, et je vous laisse la parole. Je vois que j'ai été longue. Vraiment, c'est passionnant tout ce que tu as dit. L'équipe dédiée, l'importance du dialogue social, le lien avec le label, la sensibilisation, la politique RH. Alors, tu sais que ce séminaire devait durer 2 heures, finalement, il dure 1 heure. Je vais me permettre de donner tout de suite la parole à Émilie Agnew, et on gardera les 10 minutes de la fin pour les échanges et pour les conclusions. Mais en tout cas, encore une fois, on se donnera rendez-vous pour une autre fois, parce qu'on ne dira pas tout aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour ce magnifique témoignage, et je pense que vous avez quelques points communs avec Émilie. Sans vouloir devancer, les questions de qualité de vie au travail semblent être un de vos points communs. Émilie, à toi la parole. Oui, merci Gaëlle. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Émilie Agnew, je suis directrice adjointe au sein d'un établissement public territorial, Grand Paris Sud-Est Avenir. Pour vous situer un petit peu, Grand Paris Sud-Est Avenir a été créé dans le cadre de la réforme du Grand Paris au 1er janvier 2016. Sous forme d'une intercommunalité qui regroupe 16 communes et environ 1200 agents. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le niveau d'antériorité que peut avoir le département de Seine-Saint-Denis en la matière, puisqu'on est une toute jeune entité. Et du coup, on vient d'adopter notre plan d'égalité professionnelle femmes-hommes, même si, comme beaucoup d'autres collectivités, on n'avait pas attendu la loi de transformation d'août 2019 pour commencer à initier des actions et des initiatives en la matière et envoyer un certain nombre de signaux, notamment dans le cadre de la parité de l'équipe de direction, puisque ça passe par l'exemplarité de l'équipe de direction, mais aussi dans le cadre du confinement et de la sortie du confinement pour faire en sorte que les femmes ne fassent pas finalement les frais du confinement ou de la sortie de confinement, et pour leur permettre aussi de pouvoir soit télétravailler, soit venir travailler sur site, et que ce ne soit pas systématiquement le conjoint qui ait la possibilité de continuer ou de reprendre une activité professionnelle. À GPSO, on a fait un choix qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on a voulu faire de la démarche d'égalité professionnelle femmes-hommes une démarche systémique et universelle. Et donc, on l'a envisagé finalement comme un point d'entrée d'une démarche plus générale de lutte contre toutes les formes d'inégalité, de discrimination et de domination. Vous savez qu'il y a un continuum des inégalités et des discriminations et des formes de domination. Et finalement, l'inégalité fondée sur le genre ou le sexe est une des formes et une des manifestations de ce continuum. Et finalement, on a considéré que c'était une question d'universalité des droits et de la place de chacun dans la société, et que donc ça concernait aussi et avant tout les hommes, la place de chacun, et que finalement, quand on touchait aux droits des femmes, on touchait
aussi à la place des hommes dans la société. C'est pour ça qu'on l'a appelé plan d'égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail, puisque tout ça nous semble étroitement imbriqué. Ensuite, on s'est donné un enjeu de progressivité, parce que je pense que ça, c'est important de savoir d'où chacun part en la matière et de pouvoir se donner des marges de progression et surtout de pouvoir avancer concrètement. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre un plan d'action en 6 axes qui, pour nous, est un plan d'action qui n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on vient d'adopter ce plan d'action, mais l'enjeu, c'est que ce soit un document qui soit évolutif et qui s'enrichisse au fur et à mesure du dialogue social et du niveau de montée en maturité de la collectivité. Et puis l'enjeu de ce plan d'action, c'est d'une part de faire progresser la culture de l'égalité professionnelle au sein de la collectivité, en prenant appui sur des acteurs en interne et aussi en externe, en ne voulant pas en faire une démarche de spécialiste ou de convaincu, mais justement en essayant de faire en sorte de partager de plus en plus cette culture de l'égalité avec un nombre croissant de personnes, et puis avec également un enjeu d'exemplarité des acteurs publics qui ont un effet d'entraînement et qui peuvent jouer sur un certain nombre de leviers, tant en interne qu'auprès des acteurs. Et je rejoins en cela l'introduction qui était faite par Madame la sénatrice, en disant que finalement c'était autant un enjeu pour les acteurs publics que pour les acteurs privés. Et on peut tout à fait s'inspirer les uns les autres des bonnes pratiques que l'on peut mettre en œuvre en la matière. Donc, je rejoins aussi ce que disait Gaëlle sur les enjeux de gouvernance. Ce ne sont pas des enjeux qui sont anecdotiques. Au contraire, c'est central. La méthode est quasiment aussi importante, voire plus structurante que les actions en elles-mêmes, parce qu'il s'agit effectivement de bien partager ces enjeux-là avec l'ensemble des acteurs. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, alors non pas une équipe dédiée au sein de GPSE, on a fait une autre méthode. D'abord parce qu'on a pas non plus les moyens d'avoir une équipe de 5 personnes pour s'en occuper. Je pense que c'est la situation d'un certain nombre de collectivités. Donc on a embarqué la DRH, la direction des affaires juridiques, parce qu'il y a une grande dimension juridique sur ces questions-là, la direction de la transformation, la direction de l'observatoire également, notamment sur la partie données, études qualitatives et quantitatives, et également notre direction de la communication, puisqu'on sait que c'est un levier important pour jouer sur les stéréotypes de genre. Ensuite, une fois qu'on a constitué ce copil finalement technique, on a souhaité rapidement partager les enjeux avec le comité de direction pour embarquer bien évidemment toute la ligne managériale dans ces enjeux-là et surtout décider avec eux de l'orientation stratégique. Typiquement, l'orientation qualité de vie au travail, elle vient de là, elle vient d'un échange au CODIR qui a permis au CODIR de bien s'approprier cette démarche-là. Bien évidemment, la direction générale et notamment le directeur général des services qui a été force d'impulsion de ces sujets-là pour que chacun en fasse une priorité parce que la problématique en la matière, c'est que outre le déni qu'il peut y avoir ou l'invisibilisation qu'il peut y avoir du sujet, on a tendance à ne pas forcément faire une priorité parce qu'il y a plein d'autres choses à traiter dans le quotidien dans une collectivité territoriale et c'est en ça où les outils légaux et réglementaires sont importants parce que finalement, ils nous incitent à structurer nos politiques et à nous donner aussi des délais. Donc moi, je suis assez pour une approche aussi contraignante qui nous pousse à agir. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'appuie sur un partenaire extérieur qui est reconnu dans le monde des collectivités territoriales, qui est EGAE, parce que même si on est formé, sensibilisé au sujet, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et surtout de bénéficier aussi de l'apport de l'expertise d'autres collectivités ou organisations, entreprises qui agissent en la matière. Et puis, bien évidemment, ça s'inscrit dans le cadre d'un dialogue social nourri, puisque le plan d'action est co-construit avec les partenaires syndicaux tout au long de la démarche. Et comme le disait Françoise aussi, établir un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle, finalement, c'est le plus simple. L'enjeu, après, c'est derrière comment on fait vivre ce plan d'action. Et c'est en ça où on a besoin de s'appuyer sur des partenaires internes et externes pour le faire vivre. Alors, ce qu'on a commencé à faire, comme tout le monde, c'est qu'on est parti d'un diagnostic. On est parti d'un diagnostic quantitatif avec un certain nombre de données RH, notamment celles qui sont produites dans le cadre du bilan social.
Mais finalement, on n'est pas tombé de l'armoire hein, quand on a vu les chiffres qui sont ressortis. Hein. On le sait hein, sur les inégalités salariales, sur la répartition genrée en fonction des filières et des métiers, sur la prise des temps partiels, des congés parentaux. C'est des choses qui sont assez bien balisées, même si elles peuvent être spécifiques en fonction des collectivités et qu'il faut bien connaître l'état de sa collectivité. Mais on s'est surtout rendu compte qu'il nous fallait une analyse plus poussée sur d'autres indicateurs quantitatifs qu'il fallait sans doute produire, qui sont peut-être moins mis en avant et qui peuvent avoir une incidence sur la carrière des femmes, par exemple sur l'accès à la formation. Mais surtout, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on ait une approche plus qualitative. Parce que les discriminations, elles s'inscrivent dans les comportements du quotidien, dans le sexisme ordinaire, dans les petites phrases que l'on peut entendre, dans les comportements en réunion, dans la place que les uns et les autres prennent et dans les ressentis de chacun au travail, dans les actes managériaux du quotidien. Et donc, c'est aussi en ça qu'on a imaginé qu'un appui extérieur pourrait nous être utile pour bien mener cette approche qualitative. Donc, ça, c'est notre premier axe, hein, cette question du diagnostic. On souhaite aussi, sur ce diagnostic, pouvoir s'appuyer sur un observatoire des rémunérations pour essayer d'objectiver les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour pouvoir éventuellement, si des écarts sont constatés sur des fonctions égales, pouvoir corriger ces écarts. Ensuite, une deuxième approche qui a déjà été évoquée, c'est celle de la formation et de la sensibilisation de toutes et tous. Parce que nous, ici, présents aujourd'hui, on est pleinement conscients que c'est un enjeu sociétal majeur et qu'il y a des discriminations objectives et subjectives entre hommes et femmes, mais déjà, commencer par le dire, par mettre en visibilité ces enjeux-là, c'est un enjeu en soi. Nous, y compris, on a des partenaires syndicaux qui eux-mêmes nous disaient bah non, c'est pas un sujet parce que finalement, ça ne remonte pas. Bah oui, c'est vrai, parce que c'est pas forcément visibilisé, ces sujets-là. Sauf que quand on sait que 6 Européennes sur 10, au cours de leur carrière, disent hein, qu'elles ont été victimes d'une forme de discrimination sexuelle ou sexiste, on se dit que ça doit aussi arriver dans nos collectivités, même si ça ne remonte pas forcément jusqu'à la DRH ou par la chaîne managériale. Donc pour nous, il faut bien évidemment que ça parte du haut, de la direction générale, des élus, mais qu'on implique l'ensemble de la chaîne managériale et notamment les managers de proximité hein, qui organisent les relations professionnelles du quotidien en s'appuyant notamment sur nos dispositifs managériaux. Alors nous, on a des matinées des managers qui sont des dispositifs obligatoires pour les managers parce que si on rend ça facultatif, il y a fort à parier qu'on aura les gens qui sont déjà assez convaincus ou sensibilisés au sujet, qu'on aura du mal à toucher ceux pour qui ce n'est pas un sujet. Et l'enjeu, c'est aussi d'inscrire dans un plan de formation pluriannuel qui vise l'ensemble des agents et aussi des acteurs clés de la collectivité, notamment la direction de la communication. On prend aussi appui sur notre réseau d'assistants de prévention, qui est un réseau qui est implanté dans tous les services, dans tous les équipements, en proximité pour améliorer les conditions de travail, hein, d'où le lien avec la question de la qualité de vie au travail. Et puis aussi les agents, bien évidemment, DRH, notamment au recrutement, pour essayer de gommer tous les biais que l'on peut avoir, parce que, y compris quand on est sensibilisé, formé, on garde un certain nombre de biais. Ça passe aussi par un troisième axe qui est la communication non genrée. Donc, il peut y avoir des débats nourris sur la communication non genrée ou la communication inclusive, mais elle peut prendre différentes formes. Hein, ce n'est pas uniquement la communication, vous savez, avec le tiret ou le point. Il peut y avoir l'écriture épicène, il peut y avoir la féminisation des intitulés de poste, effectivement la valorisation par les images de profils féminins ou masculins dans des métiers dits masculins ou dits féminins. Donc ça peut passer par tout un tas de choix qui peuvent être faits au niveau de la collectivité en fonction de sa sensibilité, bien évidemment. Il y a un autre axe qui est la question des carrières des femmes. Hein. On sait que c'est un enjeu en particulier. On sait que c'est un enjeu qui va croissant avec la carrière, puisque notamment la période de grossesse ou qui suit finalement, où la difficulté à accéder à des postes à responsabilité va finalement se répercuter tout au long de la carrière des femmes. Donc ça passe à la fois par des procédures de recrutement non discriminantes, et ça commence par, dès la rédaction des fiches de poste, par exemple, sur les qualités qu'on peut mettre en avant, il y a des qualités qui vont faire que les femmes, par exemple, se sentiront plus ou moins autorisées à postuler
sur un poste. Et puis après, ça passe bien évidemment lorsqu'on étudie les CV, lorsqu'on fait les entretiens. Donc, il faut sensibiliser les jurys et avoir ce regard attentif à chaque étape du processus de recrutement. Ça passe ensuite par la mobilité interne. La mobilité interne, c'est un vrai levier pour favoriser la promotion des carrières des femmes, avec par exemple la constitution de viviers en interne pour les accompagner, pour faire du coaching, du mentorat, développer leurs compétences, leur assertivité et leur confiance en elles. Ensuite, un cinquième axe, parce qu'on me dit qu'il faut que j'accélère, donc qui est sur le dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement, de discrimination et de violence sexuelle et sexiste. Donc ça, c'est un dispositif qui était obligatoire normalement depuis le 1er mai 2020, avec un gros enjeu sur la formation à l'écoute et surtout à la prise en charge de ces situations, parce qu'on a beaucoup parlé de la libération de la parole des femmes. Mais finalement, la parole des femmes, elle était déjà libérée avant. L'enjeu, c'était écouter et entendre la parole des femmes et surtout prendre en charge les situations. Parce qu'une fois qu'on a entendu, derrière, il faut donner une suite à ces situations-là. Il faut pouvoir les traiter efficacement et donc ça suppose d'être formé. C'est des compétences spécifiques à développer dans nos collectivités ou faire des partenariats avec des acteurs qui sont spécialisés sur ces sujets-là et mettre en place des process qui soient connus, appropriés et effectivement mis en œuvre. Et puis enfin, un dernier axe de notre plan d'action, c'est la conciliation des temps de vie pour toutes et tous, pour favoriser l'exercice de la parentalité pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. Donc ça passe bien évidemment par la connaissance des dispositifs existants, par l'incitation à recourir à ces dispositifs-là et à jouer pleinement son rôle de père ou de mère, mais aussi ça passe par des politiques RH proactives, alors qui peuvent parfois venir en concurrence avec d'autres objectifs, comme celui par exemple de pilotage de la masse salariale. Mais quand on garantit à un manager, par exemple, que systématiquement un congé maternité ou paternité sera remplacé, bien, du coup, c'est plus une question de se dire est-ce que si je recrute telle personne, telle jeune femme qui a 30 ans, potentiellement, elle pourra avoir un enfant. Et donc, voilà, ben, si on est sûr que cette personne, elle sera remplacée, du coup, ça devient même plus une question qu'on peut se poser dans le processus de recrutement. Et puis enfin, la question de l'articulation des temps de vie, on a parlé du télétravail. La question de la culture du présentéisme, on sait qu'elle nuit à la qualité de vie au travail pour les hommes et pour les femmes et elle a des répercussions sur la carrière, notamment des femmes ou même des hommes qui voudraient s'occuper de leurs enfants. Et c'est là où on voit que tout ça, c'est articulé. Si on instaure un véritable droit à la déconnexion, des horaires de réunion, si on n'incite pas à cette culture de la présence au travail pour montrer qu'on est bien impliqué dans son travail, eh bien, ça, ce sera bénéfique pour tout le monde. Et ça commence par l'exemplarité de la hiérarchie. Donc, il faut aussi que les hauts dirigeants, les élus, ils s'autorisent eux-mêmes à être exemplaires sur ces pratiques-là pour créer un effet d'entraînement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Émilie. Bon, je crois vraiment que vos deux interventions se complètent. Tu as évoqué la démarche systémique, transversale. Il faut que toutes les directions s'approprient cette question de l'égalité professionnelle, la dimension culturelle, l'aspect qualitatif aussi, et le fait que les questions d'égalité professionnelle, c'est très bien que ce soit une obligation contraignante. Voilà, mais il faut que ce soit une priorité et que les différentes directions se l'approprient. Il faut former et aussi veiller au déroulement de carrière pour les femmes, parce qu'effectivement, les retards se cumulent tout au long de la carrière. Il nous reste un gros 5 minutes et un petit 10 minutes. Donc, peut-être, mesdames les élus qui sont parmi nos auditrices, nos spectatrices, souhaiteraient commenter ou poser une question à nos deux intervenantes, à Gaëlle Galland et à Émilie Agnew. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, sachant que voilà, on est. Bien, bonjour, je suis Anne-Héril, maire de Chevreuse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, voilà. Très bien. Bon, je vous remercie pour toujours l'organisation de ces échanges qui sont particulièrement riches à chaque fois et qui nous font plus état du travail qui nous reste à mener dans nos collectivités et qui nous laissent entendre que le chemin est long et certainement parsemé d'embûches. Vous le savez, moi j'avais déjà l'occasion de prendre des positions qui sont
un tout petit peu sur certains points en décalage, mais je pense que c'est ce qui fait notre complémentarité et j'en suis ravie et je remercie donc Martha de Cidrac de m'associer toujours à ces échanges, c'est particulièrement riche. Voilà, moi j'émettrais une toute petite réserve sur la possibilité d'aller loin, suffisamment loin, en lien avec la taille des collectivités. Je pense que ces démarches sont très riches, très importantes dans des grandes structures. Et bien sûr, le rêve qu'on a tous, j'imagine, c'est qu'un jour, le sexe ne soit plus une question, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est-à-dire qu'on ne soit plus contraint de regarder avec attention et que toutes ces démarches deviennent naturelles. Et je pense que, et on le sait tous, on a besoin de passer par tout ce que vous avez décrit pour en arriver là. On est sur un chemin en construction et donc ce qu'on peut espérer, c'est que comme dans d'autres sujets, d'ici quelques années, ça devienne un automatisme et non plus une question qui doivent… Alors, quelques années, je vous vois lever les yeux au ciel, oui, j'entends. Vous voyez bien, Je vous vois, oui, je vous vois dans le coin de mon écran, là, je vous vois. Excusez-moi, la caméra est décalée par rapport à mon écran, alors je ne peux pas regarder les deux en même temps. Voilà. Mais vous dire que c'est vraiment un chemin sur lequel voilà, on est toutes et tous vigilants. Et je pense que ce qui est surtout très important, je le répète, c'est la présence d'hommes aujourd'hui autour de nous qui ont vraiment, qui seront certainement plus moteurs encore que nous qui sommes un peu sur le ton de la revendication. Je pense que là encore, on aura besoin encore un petit peu de vous, messieurs. Voilà. merci beaucoup. Peut-être Martha Oui, souhaite alors, réagir. est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Très bien. Alors, voilà, c'est peut-être mieux. Ça y est. C'est bon? C'est bon? Oui. Fabien, t'as coupé? Non, c'est bon. Alors, en deux mots, ce qui serait intéressant, et je remercie beaucoup Anne-Héry Le Pallec, maire de Chevreuse, de s'être exprimée. Et tu as raison, je me permets de te tutoyer, on se connaît bien toutes les deux. Tu as raison d'alerter sur le fait que c'est un combat homme-femme. Ce n'est certainement pas qu'un combat de femmes, ça c'est vrai. Et tu sais bien que je partage pleinement tes convictions en la matière. En revanche, moi je crois qu'il y a quelque chose, et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur un point qu'il faut que nous portions tous et toutes, c'est ces trois thématiques en fait. Hein. Pour moi, il y a trois sujets qui me semblent très importants aujourd'hui. Bien évidemment, ça passe par la loi à un moment donné. Alors, nous avons le sujet des comités exécutifs qui n'ont pas de statut juridique en tant que tel. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils échappent un tout petit peu à tout ce que l'on a mis en place pour les conseils d'administration. Donc, peut-être qu'il y a une réflexion qu'il faut que nous menions, parce que quand même, en termes de chiffres, lorsqu'on regarde la progression de la féminisation au sein des comités exécutifs, pardon, hein, je reparle encore de l'entreprise, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une sororité entre les deux. On voit qu'on est entre 20 et 25% à peu près de féminisation selon la manière dont on calcule. Il y a une progression, on est d'accord, on a gagné entre 2013 et aujourd'hui à peu près 8 points et demi, mais c'est encore loin d'être suffisant. Donc le premier point, c'est comité de direction, comité exécutif. Ça me semble fondamental et je pense que il faut que la loi s'empare aussi de ce sujet-là. On ne peut pas se contenter des conseils d'administration. Il y a un deuxième sujet, c'est l'égalité salariale. Vous l'avez évoqué, mesdames, Françoise Belay l'a également évoqué, parce que sans égalité salariale au démarrage de la carrière, vraiment au démarrage de la carrière, les femmes seront toujours légèrement dépassées pour plein de raisons, y compris des raisons valables. Pardon de le dire comme ça, parce qu'on sait que lorsque quelqu'un se retire de la vie professionnelle parce qu'il fait le choix de s'occuper de ses enfants, vous voyez bien, je prends la précaution de dire il ou elle, hein, parce que ça pourrait être pourquoi pas le papa aussi, évidemment, dans sa carrière, il peut y avoir un léger retard et donc ça se traduit aussi au niveau de la rémunération. En revanche, on ne peut pas accepter cette condition-là au démarrage de la carrière avec l'a priori de dire une femme potentiellement est une mère en devenir. Ça, c'est fini. Ça, la nouvelle génération ne doit plus jamais l'accepter.
Donc là, il y a un vrai travail que nous devons mener tous collectivement et je compte beaucoup sur les administrateurs. Troisième sujet qui peut vous paraître décalé, mais qui ne l'est pas du tout, parce qu'on le voit et ça ressort de plus en plus, notamment avec la crise aussi, c'est en fait les violences conjugales. Les violences conjugales, on voit bien qu'il peut y avoir un lien assez direct à un moment donné, lorsque vous avez une forte différence au sein du foyer des revenus de l'un ou de l'autre, que ça peut se traduire aussi à un moment donné par une exacerbation de tout ce qui ne va pas, parce que dans un couple, il y a des hauts, des bas, etc. Mais lorsque vous vous trouvez toujours dans le couple où c'est toujours l'entité majoritairement masculine qui est mieux payée que l'entité féminine, vous voyez bien qu'à un moment donné, cela peut être exacerbé aussi autour des violences conjugales et beaucoup de femmes qui ne franchissent pas, qui ne vont pas assez loin non plus dans leur propre défense parce qu'elles pensent aux enfants, parce qu'elles pensent à plein de choses. Donc, il y a quand même une connexion sociétale forte aussi à travers ce qui se passe dans les familles. Et ça, nous, au Sénat, on commence à le voir, particulièrement depuis la crise sanitaire que nous vivons depuis un an, quasiment jour pour jour aujourd'hui. Donc, tout ça me fait dire qu'on est tous d'accord sur l'analyse. Les chiffres, on peut vous abreuver de chiffres, vous les connaissez. Mais à un moment donné, je pense que le législateur ne doit pas avoir peur d'aller peut-être un petit peu plus loin et de pouvoir proposer des choses qui nous permettront d'aller encore plus loin. D'autant plus que Mme Marie-Jo Zimmermann vient d'être missionnée pour aller un tout petit peu plus loin que ce que nous connaissons aujourd'hui, les 40-60% dans les conseils d'administration, pour voir ce que l'on pourrait aller plus loin. J'ai envie de dire, c'est bien, les études c'est très bien, mais je pense qu'il y a l'action. Et je vais finir, pour ne pas être trop longue, avec quelque chose qui n'est pas du tout une provocation de ma part, mais nous rentrons dans une séquence, et je m'adresse à mes collègues élus, une séquence électorale à tous les niveaux. Et je crois que le vote féminin, il ne faut pas le sous-estimer. Absolument, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et moi, pour ma part, je prends l'engagement, même je vous le dis devant vous aujourd'hui et devant les administrateurs et administratrices, j'envisage d'envoyer mes propositions en la matière à nos différents candidats pour voir lequel d'entre eux s'en saisira. Et je sais que l'association des administrateurs, vous l'avez déjà fait par le passé, lorsque vous aviez interpellé notre président actuel, M. Emmanuel Macron. La grande cause féminine a été annoncée comme un grand sujet du quinquennat. On voit qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021 et nous en parlons toujours et ça n'a pas avancé. Donc je pense, mesdames, pensez aux électrices et aux citoyennes que vous êtes, messieurs aussi, parce que je vois qu'il y a des messieurs avec nous aujourd'hui. Vous êtes des électeurs et je crois que dans l'urne, ça peut également s'exprimer. Pardon, j'ai été trop longue, mais je voulais partager aussi cette réflexion avec vous. Bien, merci beaucoup. Non, vous n'êtes pas du tout trop longue. Au contraire, je crois qu'on est vraiment. Je crois que c'est toujours bien de rappeler qu'on est dans la grande cause du quinquennat. On aurait peut-être dû commencer par ça finalement. Alors, le temps tourne. Moi, je voulais proposer peut-être à chacun et chacune des intervenants de dire une phrase, justement, peut-être une phrase sur l'avenir. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Gaëlle, Émilie, Fabien, Martin. Je regarde Sandra qui va me dire si on peut encore prendre des questions. Oui, il y a une question qui a été posée en live. Bon, alors, donc il y a une question en live. Comme l'ordinateur est un peu loin de moi. En fait, vous voulez que je vous dise, Françoise? Allez. En fait, sur le deuxième point des recrutements, je souhaiterais faire une proposition centrale, à mon sens, en la matière. C'est M. William Roy qui s'est exprimé. Monsieur William Roy, exprimez-vous, c'est le moment. Oui, bonjour. Merci, merci au Sénat de nous accueillir, effectivement, Monsieur le Président de l'association. Et toutes et tous, je trouve que c'est un sujet central. Moi, en tant que manager, j'ai été heurté. Je vais commencer par cette anecdote qui, juste pour vous dire que 4 fois de suite, tout simplement, des femmes auraient pu être recrutées et intégrées dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, et ça n'a pas été possible. Et il se trouve que la personne qui a fini par prendre le poste, ça a été un homme. Et donc, successivement, ont été refoulées une jeune fille qui avait un master en biologie, une qui avait un master en usage et comportement de transport, c'est dans le domaine des transports, hein. Une personne qui avait un master 2 d'aménagement, une personne qui, je me souviens plus exactement quel était son profil, et bref, un technicien qui avait un IUT,
et donc pas lui un bac+5, a été promu et donc a été intégré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a un décret qui dit que le concours, donc les ingénieurs, c'est dans la fonction publique territoriale, c'est l'alpha, si on peut mettre les administrateurs en oméga, je ne sais pas trop, ou c'est l'inverse, mais c'est le binôme. En tout état de cause, pas traiter ce sujet des ingénieurs, qui sont donc à 80% des hommes, considérer qu'on recrute donc, je cite, des titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme d'architecte ou tout autre diplôme scientifique ou technique. C'est donc qu'on s'adresse à un public qui a 80% des hommes, et donc on est par là en train d'intégrer des hommes. Moi, je veux vous dire que dans la fonction publique territoriale, on a besoin d'ingénieurs du débat public, on a besoin de gens qui sont sociologues, qui comprennent les publics, qui ont fait des sciences sociales. Je ne vois pas pourquoi les sciences sociales sont écartées. Je suis moi-même diplômé sciences sociales, je m'en excuse. Mais pour ma part, je n'ai pas été pris non plus dans le cadre des ingénieurs parce qu'ayant un doctorat de sciences sociales, même si c'est prévu, ce n'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chasse gardée, il y a un chien dans la niche. Et en fait, donc ce préalable d'avoir un diplôme des ingénieurs me semble être une barrière à la diversité. Je ne vous fais pas le laïus sur la diversité dans les écoles d'ingénieurs, à la féminisation. Et au bout du compte, ça arrange une partie de... Vous disiez tout à l'heure, il faut la féminisation aussi des conseils, des comités de direction. Moi, je dirais que le directeur lui-même recrute un clone. Et donc, au-delà du comité de direction, c'est aussi l'équipe. Enfin, et pour pas que les gens recrutent des clones, il faut aussi leur offrir la possibilité de ne pas le faire. Voilà, je voulais vous dire que cette porte était fermée et que comme c'est un décret, il me semble que c'est quand même à la portée des parlementaires d'apporter le débat et puis des ministres concernés d'en convenir avec les partenaires sociaux peut-être. Merci beaucoup pour cette remarque. Je crois que Fabien Tastet voulait réagir, peut-être faire un commentaire. Non, mais c'est vrai que, chers collègues, vous avez tout à fait raison. Il y a un des combats pour l'égalité professionnelle femmes, c'est aussi le combat des jurys de sélection. On peut pas. C'est la même chose pour la diversité d'ailleurs. La diversité, c'est un sujet sur lequel vous l'avez évoqué, chers collègues, donc j'en parle. On a beaucoup avancé ces dernières semaines avec des annonces du gouvernement en faveur de l'égalité des champs dans le recrutement pour la haute fonction publique. C'est des annonces avec lesquelles on est en accord, parce qu'on était même à l'origine de certaines de ces propositions. Mais on voit bien que pour que ça marche, il faut aussi que dans les jurys de recrutement, de sélection à l'entrée des écoles, pour la promotion interne, etc., il faut aussi qu'il y ait de la diversité. C'est la même chose pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. On ne peut pas demander à des jurys finalement qui ne seraient pas ouverts, qui n'auraient pas été eux-mêmes diversifiés, qui ne feraient pas place eux-mêmes à l'égalité femmes-hommes, finalement de faire ce qu'il faut faire pour que le recrutement ne soit plus un recrutement qui soit orienté. Donc, je crois que ça pose cette question-là. Elle était d'ailleurs en partie traitée dans la loi du SOP, mais on peut sans doute, vous avez raison, faire mieux encore dans le domaine. Effectivement, la question des jurys est vraiment très importante, parce que même si dans les jurys, il y a autant de femmes que d'hommes, il faut aussi former les jurys, puisque ces questions d'égalité et de diversité ne sont pas naturelles. C'est une connaissance acquise, donc c'est très important aussi de former les jurys, me semble-t-il. Et non seulement les jurys, mais aussi dans les collectivités, les recruteurs, car les biais vont très très vite avec les stéréotypes associés à chaque métier. Alors donc, une dernière question, c'est Sandra finalement qui nous dit qu'on a encore de droit à une question. Donc je ne sais pas si quelqu'un avait demandé la parole. Y a-t-il une dernière question? Pierre Usan. Oui, il y a une main Pierre. levée. Une question de Pierre Usan. Pierre, on te laisse la parole. Il faut que tu te... Bien. Voilà. Pierre. Il faut que tu actives ton micro, Pierre. Il faut que tu mettes ton micro en route. Pierre. C'est mieux. Ça va, fort et clair? Vous m'entendez? Alors, ma question est la suivante. Que faire pour convaincre les femmes qui n'osent pas prendre des responsabilités alors que leurs expériences et leurs compétences le leur permettraient? Pierre, je me permets de répondre parce qu'on dit souvent que les femmes s'auto-censurent.
Or, quelquefois, la censure ne vient pas d'elle-même, mais d'un mode d'organisation. Pour moi, les réponses, c'est le mentorat, s'accompagner, aussi le parrainage entre collègues, entre femmes et hommes, mais aussi donner confiance aux femmes par des systèmes d'accompagnement. Moi, ça me semble très important. Et je pense que l'autre point, c'est la question des viviers. Et là aussi, les viviers tout au long de la vie. C'est-à-dire que les viviers, ce sont aussi les jeunes qui viennent de passer les concours, mais en milieu de carrière. Et vous savez, maintenant, nous travaillons tous très, très tard. Et donc, quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui a encore une belle carrière devant lui ou devant elle. Et la question des viviers doit vraiment être prise en compte, de mon point de vue, par les différents services de ressources humaines pour accompagner les femmes. Mais je crois qu'il faut maintenant sortir du discours de l'autocensure, mais plutôt d'essayer de voir les causes et les remèdes, vraiment. Alors, et Martha. Oui, moi je veux bien rebondir sur cette question parce que vous l'avez formulée en disant qu'ils n'osent pas prendre des responsabilités. Si je peux permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les femmes osent prendre des responsabilités, à la différence simplement avec les hommes, et ça on le constate, c'est que parfois elles attendent qu'on vienne les chercher. Mais lorsqu'on leur propose, il est rare qu'une femme refuse en réalité. Donc si vous permettez, c'est quelque chose que l'on constate. Et pourquoi vient, et là je rebondis sur le fond de votre question qui est tout à fait pertinente et tout à fait intéressante, pourquoi ensuite on a l'impression qu'elles sont plus en retrait? Mais aussi, moi j'avais fait un rapport là-dessus sur un peu la parole de la femme, leur visibilité, parce qu'on se rend compte en fait qu'on est encore dans une société où la parole universelle, c'est la parole masculine en réalité. C'est-à-dire la parole de la femme n'est pas considérée avec la même valeur que celle de l'homme. Je dis la parole, mais vous voyez bien, tout ce qui est représentation féminine, en général, est toujours perçu comme légèrement secondaire. Et nous, les femmes, en fait, nous ne savons pas valoriser suffisamment notre propre parole. Nous n'osons pas, et là, je suis d'accord avec vous, avec le verbe oser, nous n'osons pas parfois prendre la parole. Donc, ce n'est pas tellement fuir les compétences, les responsabilités, excusez-moi. On ne fuit pas les responsabilités, simplement, parfois, notre parole est moins bien entendue. Et là-dessus, je crois, et là, je rejoins ce que disait Françoise Delay, il y a un vrai travail que nous devons mener pour encourager les femmes à prendre la parole, à s'imposer dans l'espace public, à s'imposer dans l'espace médiatique. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent se dénouer. Et ça, c'est un travail que l'on fait tous, nous, en politique, les femmes qui sommes en politique. Je vous assure que moi, parfois, rien que pour prendre la parole en hémicycle, j'ai une boule dans l'estomac, vous voyez. Et alors que je sais pertinemment qu'il faut le dire, il faut défendre un dossier, etc. Et je ne sais pas comment vous dire, mais je pense que nous avons aussi nous avons un passé tel, une éducation telle, des réflexes tels qu'aujourd'hui, il faut véritablement travailler là-dessus avec toutes les nouvelles générations et les jeunes femmes et je dirais les petites filles d'aujourd'hui. Voilà, je voulais juste me permettre de compléter la réponse de Françoise. Je crois qu'Émilie, elle peut aussi prendre la parole. Elle ose prendre la parole, Émilie. Je veux bien ajouter un élément là-dessus. Je pense que la réponse, elle est effectivement complexe, avec une pluralité de déterminants et d'actions possibles, qui jouent notamment sur l'environnement de travail et sur le fait que les femmes puissent être suffisamment en confiance aussi pour se dire qu'elles ont leur place. Et l'effet mimétique, il joue énormément dans les environnements professionnels. Et donc, ce n'est pas que de la responsabilité des femmes. Il faut faire attention de ne pas infantiliser les femmes et de ne pas les culpabiliser. Parce que d'abord, ça peut être un choix de vie, c'est-à-dire qu'on peut, en tant que femme, faire le choix de ne pas vouloir accéder à des responsabilités, tout comme les hommes. Et ça, il faut aussi l'accepter, que ce soit les hommes comme les femmes, ça peut être un choix de vie assumé et qu'il faut respecter. Par contre, pour les femmes qui auraient ces aspirations-là ou qui n'oseraient pas, pour le coup, pour tout un tas de raisons, je pense qu'il ne faut justement pas leur envoyer leurs responsabilités individuelles, mais leur offrir le cadre de sécurité et d'émancipation qui leur permettra d'oser et se dire aussi que c'est de la responsabilité des hommes que de faire en sorte de changer aussi leur comportement et d'accepter que les femmes prennent aussi toute leur place dans la société et dans le monde du travail. La prise de parole, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder dans le prochain congrès de la ATF. Et on va avoir toute une demi-journée avec des ateliers de coaching, d'entraînement à la prise de parole, de façon à ce qu'il y ait aussi cet entraînement-là. Maintenant, on sait aussi que dans les réunions, quelquefois, les hommes reprennent une idée qu'une femme vient de prononcer très rapidement, ils la développent,
Et voilà, c'est aussi des comportements sur lesquels on peut se mobiliser. Mais en tout cas, c'est aussi une dimension que nous allons prendre en compte et de façon extrêmement pragmatique lors de notre prochain congrès de la ATF. Est-ce que Madame la sénatrice va conclure peut-être un petit mot, un tour de... Un tour de table. Alors, je crois que Gaëlle est partie, elle avait vraiment un emploi du temps complètement chargé et peut-être donc donc Émilie, tu viens parler. Allez, je te redonne la parole, tu vois, aujourd'hui, les femmes ont la parole. Si tu veux juste dire quelque chose qui te semble important, peut-être pour maintenant et pour l'avenir, si tu veux t'exprimer là-dessus, on va faire une ou deux phrases chacun. Oui, je pense que poursuivre ces débats et ces échanges, ça me semble important parce qu'on a tous des points de vue différents, des sensibilités différentes et je pense que le plus dramatique sur ces sujets-là, ce serait d'être pétri de certitude, tant qu'on voit que les choses sont complexes et évoluent. Et donc, je pense que c'est plutôt fécond d'avoir des débats sur ces sujets-là, d'avoir des confrontations de points de vue, des retours d'expérience, de dire aussi ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a aussi des choses qui produisent des contre-bénéfices parfois. On veut bien faire, et finalement, ça a des contre-bénéfices au final. Donc, moi, je suis tout à fait partante pour d'autres formats d'échange et challenger un peu la parole des uns et des autres sur ces aspects-là. Très bien. Vous remercier d'abord, vous, Madame la sénatrice, de nous avoir accueillis, toi, ma chère Françoise, d'avoir animé ce débat, tous nos auditrices et tous nos auditeurs, nombreux, et donc qui étaient vraiment mêlés, puisqu'il y avait à la fois donc, des hauts fonctionnaires et des élus, et ça renvoie à cette idée qu'il faut que nous agissions collectivement. Ça a été très bien dit tout à l'heure, on mesure à chaque fois qu'on est dans ce type d'événement le chemin qu'il nous reste à faire, hein, il est grand, personne ne peut le contester, puis vous donner rendez-vous pour nos prochains événements, puisque tu l'as dit Françoise, tout le mois de mars sera consacré à cette mobilisation pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et moi j'invite toutes celles et tous ceux qui étaient parmi nous aujourd'hui à nous rejoindre à notre prochain rendez-vous où nous serons en dialogue avec une chef d'entreprise en Normandie qui nous parlera de son parcours et puis vous inviter aussi aux événements suivants tout le mois de mars, dont Françoise va d'ailleurs nous rappeler la liste, j'imagine, au moment où elle va conclure. Merci encore une fois à toutes et à tous. Moi, très simplement, je ne serai pas là, mais c'était pour vous remercier de m'avoir associé. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir au sein du Sénat. J'aurais préféré dans d'autres conditions, mais heureusement que nous avons le numérique. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui avec nous. Et moi aussi, sur les remerciements, je voudrais remercier aussi les membres du groupe de travail Égalité professionnelle de l'ATF pour toutes ces bonnes idées qui n'ont pas manqué de germer depuis quelques semaines et qui prennent forme très rapidement. Merci bien sûr à Martha de Cidrac qui nous accueille vraiment dans ce lieu hautement symbolique. On a vraiment un grand plaisir à dialoguer ensemble. Et je voudrais dire merci à Sandra qui vraiment est à l'organisation aussi de façon infatigable et qui nous permet de réussir nos événements. Donc ça, c'est les remerciements. C'est important. Je remercie notre président, ça va de soi bien sûr, et nos amis Émilie et Gaëlle qui sont apportés leur excellent témoignage aujourd'hui. Et juste les prochains rendez-vous, donc le 8 mars en Normandie avec une chef d'entreprise, le 12 mars à la Cité Audacieuse avec le laboratoire de l'égalité Olga Trotsky et Elsa Favier, la sociologue, sur les femmes hautes fonctionnaires, enfin l'égalité, pour l'interrogation, et un atelier le 16 mars sur le budget sensible au genre. Voilà, donc je pense que c'est le début d'une longue série, et en plus on parlera du congrès, mais ça se construit aussi petit à petit. Merci vraiment à toutes et à tous d'avoir participé à cette première rencontre, je crois que c'est une vraie réussite. Merci beaucoup, Merci à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.